Salut Julien, comment ça va? Oui, bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Alors, il fait beau à Paris là. Ah ouais, c'est grand soleil, hein. Très beau fond d'écran. Alors, dis-nous en plus sur sur ce travail que vous avez fait autour des données de territoire. Moi, je trouve, on en parlait avant l'événement pour préparer cette interview. J'ai trouvé assez impressionnant ces informations que vous avez réussi à extraire. Et je me suis dit, mais si on dévoile ça aux porteurs de projets, ils vont savoir où aller directement pour faire marcher leur projet. Alors merci Sébastien. Bon, c'est un teaser très bon, mais bon, on n'a pas non plus trouvé des pépites révolutionnaires. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect, c'est qu'on a l'impression qu'à force de vouloir surspécifier les besoins, les attentes, hyper personnaliser les solutions, donc avec effectivement autour de 67,4 millions au cas français d'usagers potentiels du système de santé. On en oublie finalement une forme de contextualisation plus large que l'individu seul, hein, parce qu'on parle souvent de contextualisation, mais à quelques mètres autour du patient ou sur des enjeux euh, de, de rythme de vie, de type de vie, etc. Là, on parle vraiment d'une contextualisation du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde à la fois comment les professionnels de santé travaillent, comment les collectivités territoriales peuvent avoir un regard sur leurs enjeux de santé, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas inintéressant d'avoir une vision. Alors, est-ce que l'ARS, les 13 ARS, la région, en plus qui sont décriées dans certains cas, c'est l'unique échelon? Non. Est-ce que le département, les 101 nuances de France, en quelque sorte, c'est l'alpha et l'oméga? Non. On peut descendre encore plus bas. Et c'est un peu ça l'idée qui nous permet d'offrir des perspectives un peu différentes, qui ne sont pas révolutionnaires, contrairement à ce que tu dis, qui sont au contraire hyper basiques, on va dire, mais qu'on a tendance un peu, en voulant sur-sophistiquer, un peu à oublier ou à peut-être pas utiliser à leur plein potentiel en termes de ce qu'elles peuvent nous dire des besoins, de ce qu'elles peuvent nous dire des leviers qui vont permettre de développer une solution, de co-créer une solution, de la déployer. Et là, typiquement, sur cette carte, vous voyez 2700, 2700 territoires de vie, hein, c'est défini par l'INSEE, 35 500 communes, et c'est des niveaux territoriaux qui sont vraiment porteurs de sens, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre où sont les besoins de l'offre, où sont les différents profils de santé, aussi les niveaux d'infrastructure, hein, le niveau de la connectivité, etc. Et c'est en fait un petit peu ça, aller à la rencontre de ces enjeux-là, de ces spécificités-là, qui, d'après nous, amènent une valeur supplémentaire, amènent une puissance supplémentaire à des solutions qui, à force de vouloir, avec la puissance qu'on a analytique, de vouloir être centré sur l'individu et aller jusqu'au bout du bout de ses spécificités individuelles, on peut en oublier certains éléments de contexte qui vont ensuite peut-être être un frein ou en tout cas manquer dans la pleine adoption et le plein usage de la solution. Et ces données, tu les as eues finalement, c'est des informations que vous récoltez bon, dans le cadre de votre activité chez Caritis, mais c'est aussi des données publiques. Non, non, mais c'est essentiellement des données publiques, hein. C'est ça qui est puissant. Donc en fait, on ne veut pas avoir une vision simpliste en disant, attendez, prenez par exemple, je vais vous faire voir quelques exemples et vous allez voir de quoi il s'agit, hein. Donc par exemple, quand je dis 101 nuances de France, il y en a encore bien plus, hein, et on ne veut pas rentrer dans la simplification, mais c'est juste éviter de tomber dans l'écueil de j'ai 67,4 millions d'individualités que j'ai génotypées, je suis rentré hyper précisément dans tous les éléments. Avoir une vision légèrement plus macro pour un entrepreneur santé, pour un porteur de projet innovant, que ce soit un dispositif médical, que ce soit un laboratoire pharmaceutique, ou que ce soit sur des enjeux très techno d'outils à destination des professionnels de santé, des patients, du parcours de soins en général. Vous voyez des choses très simples, hein, et c'est là où je pense que ton teaser était légèrement sur essayer de un peu trop vendre la situation, c'est que il faut rester des choses très simples. Donc, c'est des données qui sont publiques, hein. Là, par exemple, vous voyez, c'est la France en couleur en fonction de la proportion de patients âgés de plus de 80 ans. Pourquoi c'est clé? C'est parce qu'évidemment, derrière, eh bien, ça ne va pas nous donner la même chose sur la capacité d'écoute des professionnels de santé du territoire, des collectivités territoriales, sur des solutions de livraison à domicile, sur des solutions de maintien à domicile, des patients âgés, etc. Et ça, ce sont des axes
qui sont hyper intéressants à croiser. Par exemple, quand on rentre dans la prévalence du diabète. On pourrait penser, vu de loin, que le diabète, bon, c'est tant de millions de patients, plus ou moins équirépartis en fonction de la population dans les territoires. Eh bien non. On voit qu'en fait, quand on ouvre le capot, et uniquement en utilisant des données qui sont publiques, alors il y a légèrement de retraitement de données à faire pour que ça soit un peu visuel, pour que ça soit actionnable. Mais globalement, c'est des données qui sont à notre disposition et qui permettent de voir qu'effectivement, dans le cas d'espèce, une solution santé diabète orientée patient diabétique en Bourgogne-Franche-Comté n'aura pas forcément le même niveau d'attraction, le même niveau de pertinence en Bretagne, en tout cas pas dans tous les territoires de Bretagne. Et donc, ce n'est pas en voulant forcément dire que c'est l'alpha et l'oméga du marketing ou de la connaissance du territoire de regarder ces métriques-là, mais c'est des choses qui peuvent enrichir une analyse et qui peuvent finalement faciliter et accélérer les opportunités de collaboration qu'on peut essayer de vouloir mener. Un autre exemple, c'est parce qu'on peut rentrer dans des choses finalement uniquement en regardant l'open data, des choses assez détaillées, c'est là vous avez la proportion de populations de 65 ans et plus qui ont reçu plus de 10 molécules distinctes délivrées 3 fois dans les 12 derniers mois. Donc c'est ce qu'on appelle la polymédication. Et là, vous voyez que sur des enjeux d'adhérence thérapeutique, sur des enjeux de réduction des risques d'interaction médicamenteuse, clairement, un professionnel de santé qui sera baigné dans un contexte type Hauts-de-France, où il y a 22,4% de la population de 65 ans et plus qui est en polymédication, comparé à un professionnel de santé ou une collectivité territoriale en Auvergne-Rhône-Alpes, alors a fortiori si c'est dans le long des Alpes, etc., qui en a beaucoup moins en proportion. Évidemment, les cas individuels existent, mais le contexte territorial et puis le niveau de priorisation possible de la part des différents acteurs va clairement pas du tout être la même. Et ça peut aller assez loin, c'est-à-dire que uniquement en utilisant de l'open data et en les croisant, vous voyez par exemple ici la difficulté d'accès aux soins de premier recours. Donc clairement, sur toutes les solutions typiquement de télémédecine, sur les solutions de projets pour aider à faire de la gestion des soins non programmés en ambulatoire pour les équipes de soins primaires, on ne va pas du tout être dans le même contexte de tension entre l'offre et la demande, dans les zones vertes, finalement, où il n'y a pas de difficulté forte, on va dire, versus les zones rouges ou écarlates, où il va y avoir des difficultés d'accès, à la fois en médecin généraliste, à la fois en infirmier libéral et en kiné. Et donc, c'est ce type d'analyse qui, sans sombrer dans quelque chose de trop simpliste en les regardant un par un, mais quand même offre des pistes. Et évidemment, vous l'avez compris, le but, c'est d'arriver à les croiser, c'est d'arriver à en faire quelque chose qui, lorsqu'on montre finalement les différentes problématiques croisées des territoires, permet de segmenter des besoins, de segmenter finalement des enjeux qui facilitent dans notre expérience l'adoption en fait finalement et puis le niveau de collaboration qu'on peut arriver à créer avec les différents acteurs locaux. Et il ne faut pas oublier des choses très bêtes aussi. Par exemple, et je vais vous démontrer, bon, on ne va pas faire le tour de France sur les milliers de variables qui existent dans l'open data bien valorisées, mais typiquement, voilà, ça, c'est les données qui datent d'il y a quelques mois. C'est le niveau de connexion à la fibre optique en France. Et c'est des ratios de 1 à 3. C'est-à-dire qu'il y a la Bretagne qui, en moyenne, est autour de 30-35%, l'Île-de-France qui monte à 90% et plus. Et voir finalement la France de loin en disant c'est 60%, c'est se cacher, c'est occulter une vraie réalité territoriale qui va être très différente. De même que d'ailleurs dire que la Bretagne est à 39%, c'est très différent. Ça a aussi de 5% à 100% en fonction des territoires. Mais c'est ce type d'approche qui, à notre sens, peut donner une perspective vraiment intéressante dans finalement la connaissance réelle de ce qu'il y a en jeu dans les territoires. Et est-ce qu'on peut pas, il pourrait y avoir des biais d'interprétation? Parce que là, typiquement, si je prends cette carte-là, on peut se dire, mais finalement, les territoires en rouge qui ont peu de connexion, c'est là où il y a aussi peu de gens.
Et donc on se disait, Alors, c'est vrai qu'il y a des biais, il y a des biais de ce type, et c'est pour ça qu'il faut les croiser. Il y a à minimum, on va dire, deux types de biais qu'on voit. Il y a les biais de moyenne, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un territoire, un territoire de vie, typiquement, hein, comme vous voyez sur cette carte, c'est l'INSEE qui a défini des regroupements de communes. Elle a défini environ 2700, et c'est cette France qui est maillée en 2700. Il y a des effets de biais de moyenne, c'est-à-dire qu'un territoire peut être rouge, mais en fait, il y a quelques poches vraiment vertes et quelques poches vraiment plus que rouges. Bon. Et effectivement, il ne faut pas rester sur ce niveau de moyenne dont on se plaindrait a priori au niveau France. Il ne faut pas le réappliquer juste dans un échelon un petit peu plus petit. Et il y a un deuxième effet de biais très clair, c'est les effets de frontières. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une offre de soins dans tous les territoires que ce territoire en question va être en situation de tension. Des fois, il suffit de prendre sa voiture et de rouler 2-3-4 km et d'avoir une offre de soins je veux dire, tout à fait convenable. Et donc, au final, ni le vécu du patient, ni le vécu local dans ce territoire en tension, si on s'arrête là, sera vraiment cohérent avec ce qu'on pourrait en dire. C'est pour ça qu'il y a des effets de frontières qu'il faut analyser et que l'INSEE, typiquement, nous montre la voie. Hein. C'est par exemple, je prends une métrique qu'on avait montrée d'ailleurs juste précédemment, d'accessibilité potentielle localisée. Je vous la repasse. L'INSEE, quand elle tag des difficultés d'accès aux médecins généralistes, ne s'arrête pas à la juste considération que dans la commune donnée, qui peut être un petit village, il n'y a pas de médecin généraliste. Non, il regarde des cercles concentriques en distance, en trajet de distance autour de chacune des communes pour finalement pondérer cette notion d'accessibilité et effectivement pouvoir dire que minimiser au maximum les biais. Mais évidemment, une analyse bête serait de dire comment il n'y a pas un CHU dans chacun des 2700 territoires de vie, nous sommes vraiment dans une tension majeure à l'hôpital. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire par là, mais le fait de croiser justement toutes ces métriques, y compris des métriques dont on ne parle pas, mais que vous comprenez en filigrane derrière, c'est des métriques par exemple de trafic routier, d'accès routier, finalement de capacité d'infrastructure à pouvoir être mobile dans le territoire et arriver à créer une vraie carte d'enjeux territoriaux qui inclut cette notion de mobilité, de dynamique collaborative entre les territoires. Donc, ce n'est pas une question simple, hein, évidemment, mais c'est juste une volonté de finalement se plaquer in silico, hein, uniquement avec la data, le plus près possible des enjeux territoriaux. Et le meilleur antidote pour éviter de dire des bêtises, au final, c'est de rester au plus proche des acteurs du terrain pour analyser ces cartes. Ou valider. Donc, quand on fait ce type de projet, effectivement, on les fait valider, on les fait interpréter par des acteurs de terrain, que ce soit les professionnels de santé, les collectivités territoriales, les associations de patients, enfin tous ces acteurs de terrain qui, des fois, n'ont pas d'ailleurs forcément eu le temps de regarder toutes ces données, donc qui en apprennent, mais qui permettent de les contextualiser dans la vraie vie, dans la vie réelle. Et c'est là où ça devient vraiment puissant, en croisant la centaine de métriques typiquement qu'on pourrait imaginer pour caractériser un problème, et en l'enrichissant par la connaissance du réel. Sur le terrain, avec les gens qui le vivent, quoi. Exactement. Ouais. Et finalement, à l'échelle de ce territoire, ce type de données va nous permettre d'avoir une vision vraiment différente de la pathologie, de l'offre de soins, de la demande de soins, et finalement du profil d'équipement qu'il y a en jeu. En fait, ce qu'on peut essayer d'avoir en tête dans ces enjeux de territorialisation, c'est la variété des acteurs. C'est ça qui, à mon sens, devrait guider un porteur de projet innovant, c'est de ne pas forcément penser uniquement à l'équipe sanitaire, mais c'est d'essayer de voir dans quelle mesure sa solution pourrait rentrer en résonance avec d'autres acteurs du territoire, puisque c'est un peu ça qu'on dit quand on suggère de regarder le contexte. On regarde aussi le contexte de l'équipe soignante, de l'hôpital, des professionnels de santé en ville.
Et quand on ouvre cette perspective-là, ça offre, alors ça complexifie, parce que c'est un écosystème qui est dense, qui n'est pas forcément d'ailleurs très toujours ouvert à parler à tout le monde en fonction de différentes contraintes, différentes cultures, mais qui vraiment fait la force de la collaboration localement. D'autant plus que finalement, le système de santé nous pousse de plus en plus vers des notions de coordination, d'une transformation à travers des équipes collaboratives. Et donc, ce que le système donne, typiquement, par exemple, la santé 2022 pousse vers l'exercice coordonné en libéral, avec des structures d'exercice coordonné. Et tout ça n'est pas nouveau, ça fait depuis des années et des années que le territoire prend du poids dans le système de santé. Quand on pense à la loi début des années 2010, HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, quand on pense au groupement hospitalier de territoire, quand on pense au CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, qui sont ces regroupements poussés par les ARS en région, par la sécurité sociale, l'assurance maladie en région, pour coordonner les acteurs de soins en libéral. Tout ça, évidemment, ça fait partie des dynamiques qui poussent à s'intéresser de plus en plus à la notion territoriale. Et ça ouvre, au-delà du parcours de soins, ça ouvre le parcours de vie, parcours de santé, le parcours de vie, avec les acteurs du médico-social, en EHPAD, en soins à domicile, qui sont en demande de services, en demande de solutions, en capacité de générer, d'analyser aussi de la donnée, y compris toute la sphère sociale, tout le secteur social. Et là, tout de suite, ça ouvre aussi d'autres acteurs qui peuvent avoir un intérêt très, très fort à repenser certains parcours, à repenser certaines dynamiques locales. Et quand on dit territoire, on dit pas, il n'y a pas de notion de frontière département-région. On est bien sur un regroupement de personnes et de cohérence justement entre des proximités qui des fois dépassent les frontières. Oui, alors ça, c'est clairement, même si il y a besoin de pilotage, et bon, c'est toute une réforme qui est en cours, donc je pense que le porteur de projet innovant en région en territoire n'a pas trop à interférer avec ça, parce que c'est des notions qui sont très mouvantes et qui sont politiques, mais le fait d'être sensibilisé aux différentes petites dynamiques locales. L'OMS dit, pour bien gérer un système de santé, il faut être en capacité au maximum de gérer 7 à 8 millions de patients. C'est la juste granularité. Donc, dans ce cadre-là, les 13 ARS ont plutôt un bon niveau de granularité. Mais ensuite, les ARS, effectivement, donc ces agences régionales en santé, reposent sur des délégations territoriales de santé dans les territoires, dans les départements, qui coupent le département. Et tout le système pousse à l'émergence de structures de soins locales, à la fois en libéral, donc c'est les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont vraiment si la transformation se déroule comme la vision de Ma Santé 2022 le porte, vont être une petite révolution, parce que c'est un début, il y a une centaine de projets, 200, 300 projets, plus ou moins matures, plus ou moins en place, qui émergent, et ce sont des groupes de 70, 80, 100 professionnels de santé, tout azimut, donc des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des médecins généralistes, des spécialistes, dans certains cas même quelques hôpitaux qui arrivent ou quelques EHPAD, dans quelques cas même une municipalité qui y voit un intérêt à être présent un minimum dans le bureau de ce type d'association, et qui décide de faire une santé coordonnée à une échelle territoriale. En général, 2-3 territoires de vie, donc 2-3 villes, et qui reçoivent une subvention en fonction du nombre de populations qu'ils couvrent. Ça se passe en ville, ça se passe aussi à l'hôpital. Il y a une réforme en cours où on pousse à créer des hôpitaux de proximité. Donc, Ma Santé 2022 on met 500, 600 dans le plan. Il n'y en a que 250 actuellement qui sont labellisés, avec finalement une sorte de maillage d'hôpitaux de proximité qui vont être les interlocuteurs privilégiés pour toutes les petites structures locales, ces CPTS notamment, ou ces centres de santé locaux, ces maisons de santé pluridisciplinaires. Et tout ce maillage-là
ville, hôpital, c'est finalement autant d'acteurs qu'il faut absolument avoir dans le radar et qu'il faut appréhender en tant que tel. C'est-à-dire pas forcément en tant qu'individualité du docteur X ou du docteur Y ou du directeur d'établissement X ou Y, mais qu'il faut essayer justement de mettre dans son contexte parce que c'est autant d'opportunités d'apporter de la valeur en fait et de rentrer dans la vie réelle de ces territoires qui ne sont pas qui ont de moins en moins vocation à être une série d'individus travaillant en silo, avec un hôpital qui prédomine tout, mais complètement déconnecté finalement du soin de ville. Il y a vraiment et je pense que les solutions vont aider à accélérer ça. Après, c'est autoréalisateur en quelque sorte, mais si tous les acteurs s'alignent pour être à l'écoute des nouveaux besoins que ces dynamiques-là ouvrent, si tous les acteurs s'alignent pour être dans des modes collaboratifs et qui utilisent la tech au mieux, qui utilisent la data, c'est là où ça va être vraiment source de valeur pour le système et pour le patient en particulier. Mais justement, ces communautés, elles sont demandeuses de données et en même temps, elles sont productrices de données. Comment on combine justement ces informations entre elles? Il y a les données publiques de l'INSEE, c'est celles que tu utilises, que tu nous montres ici. Mais finalement, il y a des nouvelles données qui émergent et qu'il faut quelque part canaliser et orienter. Oui, alors c'est vrai que bon, il y a plusieurs opportunités et besoins finalement qu'un acteur de solutions innovantes peut apporter. Déjà, je pense que le point de départ, ça reste d'utiliser au maximum la donnée existante pour vraiment arriver à bien cadrer le type de service qui va peut-être être un peu différent ou dont les fonctionnalités peuvent être ajustées en fonction de si on est en Bretagne, en Alsace, etc., en fonction de la réalité territoriale. Et ça, il y a déjà ce point de départ qu'il ne faut pas occulter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'emblée dire si je n'ai pas le SNIRAM, si on a cet accès au système national de données de santé, ces données d'État, qui est clairement époustouflant en volume et en capacité d'analyse, mais qui est quand même encore à ce stade très fermé. C'est pas parce que ce système-là n'est pas accessible aux porteurs a priori, aux porteurs d'innovation a priori, qu'il faut s'arrêter là. Il y a tout un éventail de données, on vous a montré. Puis effectivement, ces systèmes-là vont sûrement évoluer. Hein, donc le Health Data Hub va nous apporter de nouvelles solutions dans les années à venir, va ouvrir de nouvelles connexions pour pouvoir faire des choses. Et pour un acteur de santé, il va se poser effectivement plein de questions liées de près ou de loin à la data. Et il y aura l'acteur public qui va apporter des choses et qui d'ores et déjà apporte des choses, parce que les ARS amènent des données aux médecins, on amène des données au CPTS en cours de projet, comme je l'expliquais. Mais pour un acteur, pour un porteur de projet privé ou public-privé, il y a à minima ces 4 enjeux-là où la donnée va jouer un rôle et où l'oreille des différents interlocuteurs va certainement être plutôt intéressée. Il y a des enjeux de données sur les aspects de contextualisation, c'est-à-dire qu'on veut comprendre notre vraie situation, notre vrai besoin. Il va y avoir des enjeux de données pour faciliter la coordination entre les acteurs, c'est-à-dire qu'une maison de santé pluridisciplinaire qui décide de travailler avec l'hôpital de proximité, il va y avoir des échanges de données et ça ne va pas aller de soi, ça ne va pas nécessairement être sur des données d'État, on va dire, sur des actes et des diagnostics. Il y a des little data qui vont de toute façon devoir être générés sur, par exemple, l'expérience du patient, l'expérience de l'équipe soignante, ou certaines métriques très spécifiques liées à des projets, typiquement un projet d'intégration des aidants, qui est un acteur en tant que tel, va générer des besoins de suivre en quelle mesure l'aidant se sent intégré et arrive à prendre sa place dans le parcours de soins. Et ça, c'est vrai que ça va être des enjeux d'arriver à aider à construire les bonnes métriques, les bons capteurs pour mettre toutes ces machines en place. Et évidemment, toute action, toute initiative a vocation à être évaluée, qui est une forme d'enjeu en tant que tel aussi, cette capacité à suivre des métriques et à voir dans quelle mesure on a fait bouger les lignes.
Et au final, tous ces projets vont avoir besoin d'être pilotés. Donc, sans parler de retour sur investissement, mais à minima, savoir si ce qu'on fait marche, et si ça marche moins bien qu'escompté, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et tout ça, c'est autant de métriques qu'il faut avoir intégrées très vite dans le système, dans la solution qu'on propose, dans la solution qu'on construit. D'ailleurs, notre recommandation, c'est d'en faire une section à part de la réflexion. C'est-à-dire que c'est avoir une bonne idée, c'est bien. On sait que l'idée ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas une exécution parfaite. Ça, c'est maintenant connu. Mais le fait d'emblée se poser la question de quelle métrique, quel indicateur de performance, au sens, je ne dirais pas uniquement financier, hein, loin de là, mais au sens de l'impact, on veut suivre. Donc, ça veut dire que dans certains cas, on doit construire parce que le capteur n'existe pas. Toutes ces questions, c'est vraiment les questions les plus critiques qu'il faut avoir vis-à-vis de ces données de territoire. C'est un peu ce que j'appelle finalement, c'est dans le cadre de cette exécution des projets, la santé du dernier kilomètre. Et même, je serais tenté de dire, du dernier kilomètre carré, parce qu'on n'a pas envie juste de pointer vers le patient ou vers le médecin, on a envie de regarder son environnement. Ouais, j'aime bien ce terme. Alors, si tu aimes bien, tu vas apprécier la santé du dernier kilomètre cube. Parce qu'il faut prendre aussi la notion d'environnement au sens de la pollution atmosphérique. Ce n'est pas des cartes qu'on vous a montrées, mais que j'aurais pu, où on voit qu'il y a des corrélations. Tout ça, c'est des évidences, mais qui, factualisées, objectivées, territorialisées, sont vraiment des éléments dans ce dernier kilomètre, alors linéaire, carré, cube, enfin, sont des éléments que nous, on vous recommande, quand je dis vous, porteurs de projet ou acteurs d'innovation de santé, d'intégrer, parce que clairement, le one size fits all en bon français, donc des solutions des solutions qui fonctionneraient pour tout le monde, on le sait que ça ne fonctionne pas. Des solutions qui ne passeraient que par une connaissance hyper personnalisée, hyper individualisée, c'est bien, mais ça doit être enrichi d'une vision plus contextuelle. Et là, typiquement, pour conclure, c'est en tant qu'acteur d'innovation visant des services, des solutions dans les parcours, où est-ce que la data de ce dernier kilomètre peut être utile ou peut être force de besoins importants? Il y a, c'est ce que tu disais Sébastien, des besoins de générer ces données. Il faut trouver des solutions pour les générer, des capteurs. Il y a des besoins d'analyse, ça peut être des choses bêtes, hein, de la corrélation, d'analyse descriptive. Il y a des besoins de visualisation, qui est, comme on le sait, un facteur clé dans la mobilisation, dans le niveau d'adoption. C'est-à-dire que c'est des visualisations qui vont parler à des acteurs très différents. Donc, il va falloir les adapter aux différents publics. Hein. On va devoir, par exemple, mobiliser des acteurs de collectivités territoriales qui vont pas forcément avoir envie de voir les mêmes choses, d'analyser sous les mêmes filtres les données que des associations de patients locales, que des professionnels de santé à l'hôpital ou que des professionnels de santé libéraux. Bon. Et dernier point, évidemment, c'est toute la puissance de générer, de croiser, consolider toutes ces données, générées en local ou issues de données publiques, hein, telles qu'on a pu voir, pour arriver à en faire des outils d'aide à la décision, des outils de simulation. On peut même imaginer un concept de jumeaux numériques de territoire, c'est-à-dire arriver à simuler, arriver à créer in silico des territoires de vie où on a mis tellement de paramètres au cube, hein, donc des données atmosphériques, des données de transport routier, des données d'offres et de demande de soins, des données de pyramide des âges, qui permettent en fait finalement de simuler l'impact d'une initiative, l'impact d'une nouvelle organisation ou d'un nouveau service en vie réelle dans le territoire en fonction de sa réalité de fonctionnement. Alors ça vaudra jamais, ça remplacera jamais la connaissance réelle, mais ça permettra de mieux anticiper, de mieux dimensionner les besoins et de mieux prioriser là où telle ou telle solution peut apporter plus de valeur. Ouais, on peut vérifier une reproductibilité. On pourrait aller jusque-là, se dire, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Ça passe par une expérimentation à un endroit, et souvent on nous dit, mais est-ce que c'est reproductible ailleurs? Et là, ce que tu nous dis, c'est que finalement, avec ces données, on est capable d'avoir un modèle et de répliquer ce modèle dans un autre et voir si les données se croisent correctement.
C'est un des enjeux, c'est clair. Et nous, typiquement, quand on accompagne des porteurs de projets innovants à développer leur service, souvent, on les aide à effectivement l'ancrer dans un territoire. Hein, et une fois que ça a marché dans un territoire, on va regarder des géographies à 500 ou 600 kilomètres qui sont en fait relativement proches de là où ça a marché. Ou alors, pour montrer justement l'aspect réplicable, ou alors si ce n'est pas les mêmes types de territoires, au moins on sait que c'est des territoires qui ont un contexte très différent, et donc on va s'attendre à des résultats différents. Enfin, en tout cas, on pourra mettre en perspective des différences dans les approches ou dans les résultats obtenus. Non, c'est vraiment très intéressant. Je me demandais quand même jusqu'où on peut aller en termes de données. Je pense qu'à un moment donné, on va se poser la question de comment on exploite ces données, d'où elles viennent, à qui on les met à disposition. Enfin, c'est tout l'enjeu du débat qu'il y a aujourd'hui avec le Health Data Hub, etc. Et pourtant, c'est extrêmement riche. Mais en même temps, il faudra donner des limites et à ceux qui peuvent les utiliser, les exploiter et à quelle fin. Comment on crée un périmètre autour de tout ça? C'est une vaste question et qui est en cours lente et progressive de résolution, ou en tout cas de clarification. Je pense qu'un porteur de projet en innovant en santé, sur ces aspects-là, doit déjà se contenter de l'open data et doit déjà se contenter de mettre en valeur l'enjeu data. Pourquoi ? Parce que typiquement une CPTS, donc ces communautés professionnelles territoriales de santé qui ont des objectifs, qui ont des plans à mettre en place, vont devoir se poser à un moment ou à un autre la question de toute la data, je vais en générer. Ce serait trop bête de ne pas en générer parce que je vais faire des choses, ça va faire bouger des lignes. Donc effectivement, créer un entrepôt de données à l'échelle d'une maison de santé pluridisciplinaire, à l'échelle d'une CPTS, ça peut être un projet intéressant, mais les lignes bougent, donc il ne faut pas faire des choses qui soient gravées dans le marbre, il ne faut pas faire des choses en chien fou, donc il faut être entouré de supports juridiques, évidemment, et il faut être en situation de ne pas vouloir utiliser la donnée comme une matière commerciale. C'est-à-dire que la donnée ne doit pas être le produit, en quelque sorte. Ça serait ma recommandation, même si c'est peut-être un peu abrupt, mais disons que tous ces acteurs de santé, il faut déjà les sensibiliser à l'enjeu de data. Et une fois que c'est sensibilisé, il faut les rassurer sur le fait que la data ne sera pas le produit en tant que tel. C'est clair, ça c'est très bien ce que tu dis. Parce que souvent on dit c'est l'or, le nouveau pétrole, etc. Mais finalement c'est l'outil qui va permettre la bonne utilisation et le bon déploiement de sa solution pour bien résoudre le bon problème, comme je le dis souvent. En tout cas, merci beaucoup Julien. On rappelle que Caretis, c'est votre métier, d'analyser de la donnée, de la maîtriser et d'accompagner. On accompagne ensemble beaucoup de porteurs de projets innovants, mais aussi des institutions, et on va continuer de le faire. Donc, n'hésitez pas à contacter Julien et nous aussi pour accompagner tous ces projets. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. On va sortir d'ici quelques jours un premier paper sur l'usage de l'open data. Donc, envoyez votre email à contact@caretis.com. On se fera un plaisir de vous l'envoyer quand il sort d'ici quelques jours. Merci Julien. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Ciao.